Étienne Klein, physicien et philosophe, directeur de laboratoire au CEA, il s'échappe dès qu'il le peut dans ce massif. Il a déjà gravi le Mont Blanc 3 fois, réussi quelques courses références. Avec François Régis, le deuxième guide, et Hugo, ils tentent une tyrolienne lors de leur traversée des aiguilles d'Entrèves. Ok Étienne, vas-y tranquille. Mets-toi bien, voilà, pends-toi bien dans le baudrier. Descends les pieds, mets en bas, voilà. Pends-toi dans le baudrier. Je crois que je suis dans le vide là. Mais ce qui me rassure, c'est que je sais que le vide n'est pas vide. Comment ça? Il y a plein de molécules d'oxygène, d'azote, et même si on pouvait les retirer, il resterait le vide quantique. Qui est? Il y a plein de champs quantiques, il y a des particules virtuelles, il y a de l'énergie, il y a même des bosons de Higgs. Je me sens en parfaite sécurité. Ouf. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, mais en montagne, on dit jamais plein vide, mais on dit plein gaz. Ouais. Le vide, c'est pas le néant, le vide est plein de trucs. Je pense que ça peut rassurer quand on tombe. Surtout quand on tombe pas. Il me semble que l'alpinisme nous amène dans des paysages, dans des contextes dont la topographie, dont l'ambiance, dont l'apparence sont très différents de ce qu'on trouve à des altitudes plus basses. C'est comme un autre monde en fait. Et je me demande si les physiciens qui sont habitués à manipuler des concepts abstraits ne sont pas attirés par les arêtes qui symbolisent à leurs yeux une sorte de pureté qu'ils essaient d'approcher par leurs propres travaux théoriques. Moi qui fréquente pas mal la montagne, j'ai toujours l'impression que là-haut, les idées sont plus claires. Bon. Moi, il me plaît de penser que la physique, c'est une sorte d'alpinisme intellectuel consistant à grimper jusqu'à des hauteurs himalayennes où le logos est rare et la vérité mutique. Wow. Non, c'est pas super. On n'est pas très bavard au-dessus de 4000 mètres. On dit des choses soit essentielles, soit des choses pour se détendre, mais on ne bavarde pas. On ne parle pas beaucoup en montagne, surtout lorsque les corps s'adaptent à l'altitude. Alors Étienne Klein, vous avez fait cette magnifique course là-haut à la frontière avec l'Italie. Vous avez dans votre livre Psychisme ascensionnel, et j'avais un challenge avec François pour le dire sans me tromper, vous aviez déjà cette émotion de la haute montagne depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme vous a un intérêt pour la montagne et l'alpinisme? D'où ça vient finalement cette passion pour la montagne? Bien, bonsoir à toutes et à tous. En fait, je dois vous dire en préambule que je suis très intimidé de parler devant des gens qui ont une pratique intensive de la montagne, parce que moi je suis pas du tout un enfant de la montagne. Je suis un amateur de la montagne, un amateur amoureux, mais je ne suis qu'un amateur. Je vais vous faire rire, mais je n'ai découvert la montagne qu'à l'âge de 20 ans. J'ai attendu l'âge de 20 ans pour voir le premier sommet. J'arrivais à Chamonix en train le matin, j'ai découvert ce massif et ça a été immédiatement un coup de foudre, une sorte de révélation pure. Mais il m'a fallu plusieurs années de pratique de la randonnée pour enfin oser faire de l'alpinisme. Parce que quand je voyais des alpinistes descendre du Mont Blanc avec dans le regard une espèce de lumière intérieure qui jaillissait, mais aussi une grande fatigue, je pensais qu'il y avait entre eux et moi une paroi de verre et que ces personnes étaient faites d'une autre humanité que la mienne. Il y avait une sorte d'interdiction pour moi d'aller en haute montagne. Je savais bien que des choses importantes se passaient là-haut, mais je pensais que c'était pas pour moi. Et ça rejoint un peu votre sujet, la question de la connaissance de soi, c'est-à-dire que, et là vous allez me pardonner le truisme, mais c'est grâce à la montagne que j'ai pu finalement savoir que j'étais un gars de la montagne, enfin un peu, et il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Il s'agit d'une adoption lente, de sorte que quand je parle de montagne, je me sens toujours un peu illégitime,
surtout quand je suis avec des gens comme vous. Voilà, mais ça a été quand même, pour moi, le commencement de l'alpinisme à l'âge de 28 ans, ça a été une suite de révélations. Je dis pas que j'ai appris à me connaître beaucoup mieux, mais en tout cas, ça a d'abord été un lieu d'expérimentation physiologique, c'est-à-dire de découvrir ce que peut faire un corps évoluant dans le froid, confronté au vent, parfois à la tempête. On découvre des gradients thermiques, on découvre ce qu'est la lumière, avec des bardées de photons qui vous arrivent en pleine figure. Bref, on prend conscience des contours purement physiques de la condition humaine, qui se manifestent là, se concrétisent, du seul fait qu'on se met à l'écart des normes de la vie courante. Et moi, j'ai découvert ça à l'âge de 28 ans, donc c'est vraiment tardif, et ça a été l'enclenchement d'une forme d'apprentissage qui m'a par la suite été très précieux. Parce que je reste persuadé que c'est en explorant ses limites, d'une certaine façon, en montagne ou ailleurs, hein, les gens qui font de la voile pourraient dire la même chose, c'est par l'épreuve du corps qu'on parvient à se connaître un peu. Il faut bien qu'à un moment ou un autre, le corps soit mis en jeu pour que la connaissance de soi s'élargisse et se complète. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit il y a quelques minutes à propos des neurosciences. Je pense qu'il y a des choses à comprendre, comment le fait de mettre le corps en jeu nous apprend des choses psychiquement sur notre personnalité, sur nos possibilités. Et dans mes courses d'alpinisme, notamment avec Bruno Martin, qui était mon guide pendant longtemps et qui l'est toujours d'ailleurs, j'ai observé comment la personnalité de certains de mes compagnons de cordée pouvait se modifier dans certaines situations. En ce sens, c'est presque une banalité de le dire, la montagne, c'est un révélateur implacable, une mise à l'épreuve de l'identité personnelle. On peut même changer le regard qu'on a sur soi-même à l'issue d'une course en montagne, soit parce qu'elle s'est bien passée, soit au contraire parce qu'elle s'est mal passée. Mais quand les conditions se durcissent, il n'y a jamais un très grand écart entre ce qu'on fait et qui on est. Et ça, je pense que c'est une forme d'apprentissage qui est utile à chacun. Alors, je prétends pas pour autant que la grande majorité des humains n'ayant pas fait de montagne n'a qu'une connaissance limitée d'elle-même. Je constate simplement que nos vies modernes, très urbaines pour la plupart, sont des vies qui peuvent protéger quasiment en permanence de la fatigue extrême, de l'inconfort radical, de la violence de la nature, des turbulences de la météo, alors même que ces éléments sont d'authentiques réalités que nos ancêtres, de toutes conditions, et contrairement à nous, connaissaient fort bien. Et enfin, il me semble que la montagne, elle est pédagogique aussi dans le fait qu'elle propose ce qu'on pourrait appeler une poésie des chocs. C'est-à-dire qu'elle associe le paradoxal qu'on peut tout aussi bien l'associer au déconfinement et à la liberté qu'au confinement et à la contrainte. Ça dépend des moments et des situations. Par exemple, quand on se trouve dans des passages difficiles, on entre dans des états de très grande concentration, d'absolu confinement mental, et dans ces phases-là, se met en place ce qu'on pourrait appeler une présence du présent, qui est d'une très grande pureté. On est ici, on est là, on n'est pas ailleurs, on est maintenant. On est en quelque sorte colonisé dans tout son être par une sorte de tension existentielle. L'esprit se colle au corps. Et d'ailleurs, une très brève phrase d'Antonin Artaud, dont je ne sais pas s'il a pratiqué l'alpinisme, mais Antonin Artaud dit « En montagne, l'esprit devient mince comme une main ». Je trouve que c'est une expression très, très éloquente. Et à contrario, quand on se trouve dans des passages plus faciles, quand on est dans la descente par exemple, alors l'esprit peut quitter la gangue d'espace-temps dans laquelle le corps demeure confiné et se mettre à flotter librement dans toutes sortes d'ailleurs. Et donc, voilà, il y a à la fois des expériences de grande concentration et des périodes où au contraire l'esprit se dilate comme un gaz. Et c'est pourquoi, quand on fait de la montagne, on ne peut que donner raison à Nietzsche, le philosophe Nietzsche, dans Ecce Homo, il dit « Il ne faut prêter, je le cite, il ne faut prêter foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps, et à aucune idée où les muscles n'aient pas été eux aussi dans la tête. » Parce que, ça c'est la fin de la citation, dans la vie courante, il faut bien le reconnaître, notre esprit est toujours un peu cadenassé, notamment par les murs qui viennent borner notre regard. Il n'y a pas assez d'horizon, il n'y a pas assez de contraste, il n'y a pas assez de verticalité pour que notre esprit ait vraiment libre cours. Et en montagne, c'est tout le contraire, et c'est pourquoi après 2 mois de confinement urbain, j'ai hâte d'y retourner.
Alors, Étienne Klein, la sortie du refuge, c'est aussi presque une métaphore de la sortie du confinement. Est-ce qu'on pourrait essayer de jouer un peu sur ces parallèles pour comprendre, finalement, dans la motivation vers le sommet, ce que l'on peut retirer aujourd'hui de cette expérience de la montagne pour mieux sortir du confinement, si on devait parler finalement au plus grand nombre, et les inspirer par l'image et la métaphore de la sortie du refuge. Qu'est-ce que ça dit, la sortie du refuge, de la sortie du confinement et de revenir vers une vie plus normale? Oui, en fait, le confinement, on l'a beaucoup associé à une notion temporelle. On parlait de la durée du confinement, on a expliqué que dans le confinement, le rapport au temps est modifié, le fait d'avoir du temps fait qu'on perd la notion de temps, on ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus si on est un jour de la semaine ou un jour du week-end, et puis la journée elle-même, elle manque de rendez-vous, de rythme imposé, de figure, de marqueur qui fait qu'on a un rapport au temps qui devient très, très évasif. Alors que moi, tel que je l'ai vécu, le confinement, c'est d'abord une notion spatiale, c'est d'abord un enfermement dans son logement, et donc le confinement, il est d'abord spatial. Et le confinement dans le temps, en fait, il existe en permanence, on est toujours prisonnier de l'instant présent, on ne peut pas en sortir, en tout cas physiquement, le temps agit sur nous comme une étreinte vis-à-vis de laquelle on ne peut être que passif, hein, on est emprisonné dans le temps, on ne peut le quitter que par l'imagination, la mémoire ou la pensée, mais en tout cas physiquement, on est prisonnier de l'instant présent, alors que le confinement dont on parle là, c'est un confinement purement spatial. Et je pense que cette interdiction finalement de se déplacer, de pouvoir fuir, de pouvoir courir, de pouvoir grimper, c'est quelque chose d'assez pénible. Et moi, je l'ai vécu de façon assez douloureuse. Et si je peux vous faire une confidence, quand c'était vraiment très dur, je faisais une expérience de pensée imaginaire, donc je m'imaginais en montagne, et ça me donnait une espèce d'aération qui m'aidait à tenir. Et puis quand j'étais immobile dans la rue à faire la queue devant une boulangerie ou une épicerie pour acheter quelques produits de première nécessité, je pensais à la théorie d'Einstein de la relativité, qui nous explique que, en fait, dans l'espace-temps, là je parle pas de l'espace ou du temps tout seul, je parle de l'espace-temps qui est le bon cadre pour dire la relativité, eh bien, on va tout le temps à la vitesse de la lumière, même quand on est immobile. Donc quand j'étais immobile à faire la queue, je m'imaginais à 300 000 km par seconde dans l'espace-temps et ça donnait une sorte de griserie existentielle. Eh bien, pour un citadin comme moi, enfin citadin pour la plupart du temps, la montagne, c'est une sorte d'expérience de pensée qui me permet, au moins intellectuellement et presque spirituellement, de me déconfiner en permanence. Sauf que là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas mis les pieds en montagne et cette stratégie manque d'aspect concret pour être vraiment efficace. Alors, vous avez choisi aussi une photo pour illustrer un petit peu la thématique. Vous avez fait un choix d'une photo. Alors, est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi vous avez choisi cette photo? J'ai pris le dernier jour de l'année 2019, donc il y a à peu près 6 mois. J'étais chez Christian Jacquier et elle a été prise depuis son balcon. C'est l'aiguille verte avec les drues devant et éclairée par la lumière du soir qui est rouge. Et ça m'a donné l'impression que cette photographie, dans les conditions où elle a été prise, illustrait parfaitement l'anagramme de l'aiguille verte, qui est le glaive rutile. Et en effet, on a l'impression que c'est un glaive rutile parce qu'il est rougeoir. Et bon, les anagrammes, c'est un petit passe-temps que j'aime bien pratiquer de temps en temps. D'ailleurs, Esprit de cordée, qui est le titre de votre série de rencontres, l'anagramme de l'esprit de cordée, c'est code de prêtrise. Alors, je ne sais pas si les guides se reconnaissent comme des prêtres, mais il y a quand même quelque chose là qui me semble faire écho à l'esprit de cordée, code de prêtrise. Il y a une sorte d'initiation. Je ne parlerai pas d'évangélisation, même si la pratique de la montagne demande une éducation. Mais voilà, je vous laisse en faire votre miel. Si alors, c'est amusant parce que vous avez tweeté aujourd'hui un petit ange qui gravit une abbaye en Angleterre. Ouais. Alors, on l'a mise la photo d'ailleurs. Et quel est le lien de ce petit ange qui gravit, je sais pas, une abbaye anglaise avec finalement votre livre? Parce que ce choix de ce titre, Psychisme ascensionnel, c'est vraiment, on est en plein dans le sujet. Pourquoi vous avez choisi ce titre en fait? Alors, faut pas parler de ce livre comme s'il existait. En fait, il devait sortir le 15 avril, mais à cause du confinement, sa parution est reportée au mois d'octobre. Mais Psychisme ascensionnel, c'est une phrase de Gaston Bachelard, le philosophe des sciences, à propos de Nietzsche. Cette idée que vous développiez un peu tout à l'heure, le fait que
par exemple, quand on est à Chamonix et qu'on marche dans les rues, on voit qu'il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui peuvent pas détacher leur regard des sommets. Ils sont attirés par les sommets. Leur regard, en tout cas, est attiré par les sommets. Et il y a d'autres qui regardent plutôt le trottoir ou leurs pieds. Et moi, je pense que le psychisme ascensionnel, c'est une sorte d'attirance pour ce qui élève. Et moi, je l'ai ressenti quand je suis arrivé à Chamonix. Je me souviens, je suis descendu du train et j'ai regardé les sommets. Je pouvais pas décrocher mon regard. J'ai même percuté un panneau pour tout vous dire. Il y avait une espèce d'aspiration à l'élévation qui peut-être explique pourquoi beaucoup de physiciens, les physiciens des années 30, vous savez, ceux qui ont élaboré la physique quantique, pratiquaient l'alpinisme, enfin la montagne. Des gens comme Heisenberg, Einstein lui-même a pas mal grimpé. Des gens comme Dirac, Paul Dirac, le découvreur de l'antimatière, c'est des gens qui pratiquaient l'alpinisme. J'ai jamais su comprendre, enfin, j'ai jamais pu savoir si c'était l'effet de la mode de l'époque ou le fait que quand on est physicien, on est plutôt attiré par certains concepts et la fréquentation des arêtes épurées est peut-être ce qui rend le mieux écho dans le monde empirique à cet appel des concepts. Il y a des gens qui classifient les philosophies en fonction des paysages qu'on aime, disent par exemple que les Nietzschéens aiment plutôt les alpages, là où il y a des vaches et encore quelques verdures, alors que les Kantiens aiment plutôt les cimes effilées. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, il me semble que ça ne peut pas être un hasard si les physiciens les plus créatifs du XXe siècle étaient des grimpeurs. Alors, on a une petite question par le chat de YouTube. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. La question, elle est toute simple. C'est jusqu'où faut-il expliquer l'émotion? Alors, est-ce que Étienne Klein veut répondre à cette question-là? Jusqu'où faut-il expliquer l'émotion? Vous avez 3 heures. Alors, non, mais moi, je ne sais pas si on peut expliquer les émotions. Je pense que toutes les émotions ne sont pas verbalisables, il n'y a pas des mots correspondant à tout ce qu'on peut ressentir. Mais moi, j'ai toujours été frappé du fait que quand on voit des gens qui rentrent d'une course, il y a quelque chose dans le regard qui est modifié. C'est-à-dire que quand on revient au point de départ, évidemment, c'est un aller-retour dans l'espace, mais en fait, on ne revient pas dans l'état qu'on avait lorsqu'on est parti. C'est passé quelque chose d'assez profond. Et je pratique aussi un peu l'ultra-trail. Et moi, ce qui m'a fasciné dans l'ultra-trail, c'est pas du tout... je savais pas ce que c'était. En fait, la première fois que j'ai vu l'arrivée de l'ultra-trail de Chamonix, je descendais une montagne avec Bruno Martin. On a vu qu'il y avait un attroupement, on savait pas ce que c'était. Et on a vu des gens qui venaient de courir 160 km sans s'arrêter avec 9 mètres de dénivelé. Et il y avait quelque chose de très particulier dans toutes ces personnes qui arrivaient les unes derrière les autres, parfois avec des écarts de temps de plus d'1 heure. C'est qu'ils étaient tous très beaux. Il y avait une espèce de beauté qui était leur beauté à eux, mais aussi le fait que nous qui les regardions, nous projetions sur eux l'aventure qu'ils venaient de traverser. On se disait, ces gens-là, ils courent depuis 30, 40 heures, ils ont passé 1 ou 2 nuits dehors, et le fait qu'ils aient vécu cette expérience les entourait d'une espèce de halo qui nous paraissait, en tout cas qui m'a paru absolument magnifique. Vous voyez, j'ai pas vraiment de mots pour décrire ça. Et j'imagine que ces gens étaient traversés par des émotions qui étaient visibles, mais qui n'étaient pas forcément dissibles, ni par eux-mêmes, ni par nous qui les regardons. Et alors, dernière question avant de voir un petit extrait de film. Comment vous percevez les guides? Est-ce que vous les percevez aussi à travers ce halo de l'ultra-trailer? Est-ce que le guide est auréolé lui aussi de quelque chose de particulier dans votre regard? Absolument. Pour moi, les guides sont des êtres. Je disais tout à l'heure, il y a une paroi de verre entre les alpinistes et moi. Bon, cette paroi de verre a été brisée puisque j'ai fait de la montagne moi aussi. Mais les guides, pour moi, ils restent. Ils participent d'une autre humanité que la mienne. Je ne connais que des guides. Enfin, tous les guides que je connais sont des gens absolument remarquables que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Et dans le livre que je vais publier donc en octobre, je cite un texte de Michel Serres qui a écrit un livre qui s'appelle Variations sur le corps. Et Michel Serres a découvert la montagne encore plus tardivement que moi, à l'âge de 40 ans. Mais il a été passionné, il a fait des courses entre 40 et 50 ans. Et il disait, et c'est d'ailleurs la dédicace de son livre Variations sur le corps, il disait que les guides lui avaient tout appris.
tout appris. Pas seulement le fait de grimper, pas seulement le fait d'être à l'aise avec son corps dans des terrains difficiles, mais tout appris. Une sorte de morale existentielle qui, dit-il, lui a été plus utile que les morales et les philosophies qu'il avait apprises à l'école normale supérieure. Voilà. Donc vous voyez, ça va très loin. Hein. Ouais, c'est plutôt flatteur. Alors merci Étienne Klein.